à force, pour moi, les langues finissent par être des personnages. Mhm. L'allemand, c'est quelqu'un, sac au dos, qui se réveille le matin très tôt. C'est une langue du matin, quelque chose de solide, de charpentier. Et le français c'est plus orangé vers le soir, c'est une langue de l'après-midi. L'allemand a cette faculté de tout faire voir. C'est une langue du visible, du concret. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand les Français disent c'est la langue de la philosophie. C'est justement la seule langue où la philosophie devrait être impossible, puisque vous voyez constamment. Il n'y a pas de... Tout repose sur être debout, être couché. Tout est fait par des mouvements concrets. Hein. Il n'y a pas un mot abstrait en allemand. Les mots abstraits, ils viennent du français ou du latin. Mais l'allemand est incapable d'abstraction. Alors c'est une langue avec un gros corps. Alors le français a au contraire quelque chose de plus fluet, de plus mystérieux, de plus... C'est comme ça que je vois ça. Le traducteur ne doit jamais interpréter, jamais mêler son grain de sel, jamais se dire « Ah, c'est ça que ça veut dire ». Il a le droit, un seul droit, c'est de fermer sa gueule et de traduire. L'éthique du traducteur, c'est ça. C'est l'absolue fidélité. Et tant pis pour la langue d'arrivée. Il faut tranquillement de temps en temps lui tordre le cou. Mais ça doit être étrange, mais pas étranger. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire de la mort d'un vieux médecin de 84 ans qui, tous les matins, mange ses œufs au plat avec du lard, Spiegeleier mit Speck, et qui est une espèce qui tombe amoureux d'une petite fille de 5 ans, avec une activité un peu incestueuse. C'est écrit dans un allemand très semblable, un peu comme celui de Jean-Paul Richter. Hein. C'est plein de tout petits détails qui deviennent à la fois monumentaux et insignifiants. Et tout se passe comme s'il n'y avait pas eu d'événement historique. C'est très allemand dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est la deutsche Gemütlichkeit vue avec ironie. Ça commence par les expériences sexuelles d'enfance ou d'extrême jeunesse de ce personnage qui est élevé dans des collèges catholiques avec tout ce que ça peut comporter d'ambiguïté sexuelle en France et sur le quoi il s'attache longuement. Et ce personnage est une espèce de marginal de la vie politique française, mais c'est très largement inachevé. C'est à la fois très compromettant et complètement neutre. C'est-à-dire qu'il y a un art de parler des choses sans que ce soit jamais tragique. C'est dramatique mais pas tragique. Et c'est de nouveau très français. Alors ce qui est étonnant dans ce livre, c'est qu'on ne cesse d'aller de l'érotique au politique. Et ça, c'est éminemment intéressant. Malheureusement, le roman est resté inachevé, c'est énorme. Et il y a évidemment des tas de notations sur la guerre. Comment faire que l'érotisme, le sexuel, reste dans le social et le politique. Hein. C'est ça qui est l'intérêt de ce livre. D'un grand auteur complètement méconnu qui s'appelle Louis Cadafert, qui est né dans le milieu très pauvre à Lyon. Il a eu une jeunesse extraordinairement difficile, plus ou moins à la limite de la délinquance, et qui est un self-made man et qui a écrit ensuite pas mal de pièces de théâtre, et là, le Requiem des Innocents, c'est la vie des pauvres. C'est rare que dans la littérature française, on s'intéresse aux marginaux de la banlieue. Et là, il y a une espèce de bande d'enfants qui est décrite, c'est pas du tout, on va dire, Céline, non, pas du tout. Mais le Requiem des Innocents est un livre particulièrement puissant, puisque
C'est un livre de gosses qui traînent dans la rue, trafiquent, volent, ne tuent jamais, et sont animés d'une espèce de pureté, de violence de sentiment qui est tout à fait étonnante.